on peut adopter un mode de vie, on va dire, à l'européenne, entre guillemets, où on est entre boulot, là où on habite, faire les courses et tout, dans des quartiers qui sont, on va dire, très modernes comme l'Hivernage ou Quélise. Et on peut le soir faire un petit saut à moins de 10 minutes dans la Médina où c'est une ambiance totalement différente. Comme on peut prendre le lendemain la voiture et prendre la route d'Orica pour voir un peu les rivières et tout. Comme on peut prendre la route d'Okemden pour les montagnes où il y a de la neige. On peut prendre l'autre côté pour le désert. Donc en fait, il y a tellement de choses à faire. Donc c'est tellement riche, c'est impossible de s'ennuyer quoi. Et même en même temps, là je parle que de Marrakech. Bon, c'est très bien que on peut prendre 2 heures de route, 2 heures et demie pour Essaouira, donc dans la mer, 2 heures encore une fois pour Casa ou 3 heures pour Rabat. Donc ça, c'est très intéressant. Je suis pas un grand amoureux des villas avec des étages, mais je parle de ma propre villa. J'adore les villas plein pied. On peut adopter une architecture qui s'ouvre vers l'extérieur avec des patios. Généralement, quand on parle d'une villa, on part sur un budget de fini par mètre carré. On est de 6 000 dirhams jusqu'à 1 000 dirhams et plus. Salut Yacine, bienvenue sur Entreprendre et Vivre au Maroc. On s'est rencontrés quelques fois et aujourd'hui, on se voit pour parler d'un sujet dont tu es un expert. Donc, tu es architecte. On va parler de la construction d'une villa ici au Maroc, de l'idée jusqu'à la matérialisation. Bonjour Stéphane. Merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant et qui m'intéresse aussi parce que vu les demandes qu'on a pour ce genre de projet qui sont les villas à Marrakech. C'est quoi la première pensée qui te vient à l'esprit quand on te dit Yacine, je veux construire la villa de mes rêves au Maroc? Ouais, quand on parle de villa de rêve, donc là on parle d'un rêve, donc c'est une sorte d'émotion. Il faut essayer de comprendre, de parler au client et de comprendre vraiment son ressenti. Il faut essayer de lire entre les lignes et voir qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'un coin de paradis représente pour le maître d'ouvrage. Et donc après, par la suite, on essaye de lier ce rêve à la réalité, aux contraintes qu'on a pour, euh, pour allier les deux. Et donc après, heureusement, on a tous les ingrédients au Maroc qui font que ce travail devient plus en plus facile, dans le sens où on a le climat, on a le paysage. Oui, tu es en quelque sorte un alchimiste aussi et il y a beaucoup de communication avec E- les clients. Exactement, il faut avoir un discours qui est un entretien, on va dire, avant de commencer le projet, où la personne va nous parler de tout ce qu'elle a en tête. Ça pourrait être tout et n'importe quoi, mais nous, ça nous aide on va dire, à se canaliser sur notre processus et pour donner le meilleur résultat possible, quoi. Et je t'avais vu aussi sur le podcast Les Pros de Limo, donc j'en profite pour les saluer. Très bon podcast. Ouais, Aujourd'hui, tu es sur Entreprendre et Vivre au Maroc. je Euh, salue, c'est Amine aussi. Moi, je le constate tous les jours qu'il y a un attrait de plus en plus fort vers le Maroc, des entrepreneurs et même d'autres personnes. Est-ce que toi, en tant qu'architecte, tu ressens cet attrait de plus en plus important? Ouais, bien sûr, mais de toute façon, même si on n'est pas dans le domaine, on vient au Maroc, on fait un petit tour, on comprend très bien que c'est un chantier qui est énorme, ça construit partout, des différents projets, on sent l'évolution, on sent que c'est en train de prendre, mais sérieusement, quoi. On va partir du processus de construire la villa de ses rêves. On va aller de l'idée jusqu'à la fin. Comme ça, tu pourras vraiment développer en détail. Ok. Donc on vient te voir déjà, est-ce que en général les gens ont déjà leur idée ou il y en a qui n'ont pas d'idée du tout? Il y a un peu de tout. En fait, ça dépend du maître d'ouvrage. Il y en a qui sont dans le domaine, donc il y en a qui sont soit des promoteurs, soit des entrepreneurs qui savent très bien ce qu'ils veulent. Et donc dans ce cas-là, peu importe en fait l'idée qu'ils ont, bah, c'est bien qu'ils nous disent le tout. Et comme enfin, le travail, en fin de compte, c'est de prendre, en fait, de saisir ce qu'il veut nous faire passer le client, pas avec ce qu'il dit, mais plutôt avec ce qu'il ressent, ses émotions, son mode de vie et toutes ses volontés.
qu'on essaie de transmettre par la suite dans la conception, quoi. Donc ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour ces Exact. échanges-là. Exact. Et je préfère que ça prenne plus de temps, surtout au début, parce que quand on veut adopter le vrai processus de conception et de construction, vaut mieux prendre son temps, parce que surtout quand on a parlé enfin, de commande de paradis, c'est un rêve pour le maître d'ouvrage et tout, donc vaut mieux ne pas se précipiter, mais faire les choses à pas sûr. Donc du moment où on adopte le processus dans dans toutes les étapes, on va dire qu'on a, par exemple, on commence par une esquisse. Après, on a après tout ce qui est plan, APD, APS. Après, on a les autorisations, le plan détaillé et tout. Si on adopte le processus dans sa logique, on n'a rien enfin, on n'a rien à craindre, quoi, tu vois. Donc, Et est-ce qu'il y a des points où tu dois plus les guider que d'autres? surtout par rapport aux normes aussi, par rapport aux contraintes. Par exemple, il y a plusieurs contraintes. Il y a les contraintes du climat, orientation. Il y a les contraintes du terrain. Si le terrain il est plat, il est en pente. Il y a contraintes de surface aussi, du programme, contraintes du budget, faut pas oublier. Et aussi, il y a les normes locales, quoi. Donc, il faut bien sûr les respecter pour pouvoir avoir une autorisation. Donc en fait, c'est plutôt, on prend tout ce qui est, enfin, on prend le rêve et le possible, on essaie de les joindre, quoi. Est-ce qu'il y a des tendances qui se répètent au niveau des styles, des matériaux dans Ouais, tes constructions? ouais. Bah, généralement, on sait très bien au Maroc, il y a une richesse culturelle profonde. Il y a des beaux paysages, il y a de l'artisanat. Donc, ça serait dommage quand on construit une maison au Maroc sans vraiment prendre ça en considération. Ce qui fait ce qui fait que la plupart des projets, c'est des lignes qui sont, enfin, surtout pour les villas, on parle des villas, donc c'est des lignes qui sont épurées, qui s'ouvrent plus vers l'extérieur, tout en adoptant des codes, on va dire, de l'architecture marocaine. Par exemple, un patio qui nous rappelle un peu les riads, peut-être des moucharabiés. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses où on fait un petit clin d'œil à l'architecture marocaine traditionnelle, quoi. Et ça, c'est eux qui ont l'idée ou tu leur proposes aussi? Je propose très souvent, parce qu'il faut pas oublier que le rôle d'un architecte, en fin de compte, c'est pas de prendre un bâtiment qu'on peut mettre partout dans le monde, c'est plutôt de s'imprégner dans l'espace et d'essayer de comprendre le contexte bah, du coup euh, culturel, le contexte du climat, le contexte. Et donc en se basant sur ça, on essaie de faire sortir le meilleur compromis entre tous ces éléments. Et c'est pour ça, pour moi, faut jamais négliger l'aspect culturel qu'on a au Maroc, quoi. Dans le sens de faire un projet qui serait complètement décalé avec Ouais, exactement. l'environnement. Exact. Bah, normalement, c'est ça le travail, hein. Tous les architectes, on est sur, en fait, notre travail, c'est vraiment de ne pas faire un projet. On peut faire du copier-coller partout dans le monde. Donc, le projet, il aura plus cet aspect, il y a plus ce charme. Et en fin de compte, on va dire que le rôle d'architecte, il n'y est pas, quoi. Parce qu'un architecte, c'est pas quelqu'un qui fait juste les autorisations de construire ou il fait juste le suivi de chantier. C'est plutôt quelqu'un qui, c'est un travail, on va dire cérébral, qui vient avant de commencer ce processus de paperasse administrative, de chantier, de construction, etc. Et le budget est très important aussi. Oui, Il y très très a un important. minimum pour une villa, tu as des chiffres un peu à nous partager? Si vous suivez cette interview avec Yacine, c'est que vous voulez probablement vous aussi vous installer au Maroc. Alors que ce soit pour dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou plus loin dans quelques années, je viens de créer un plan d'action en 7 jours pour vous éviter les erreurs qui coûtent cher, les erreurs administratives, financières et surtout pour démarrer sur de bonnes bases votre projet au Maroc. Ça s'appelle Destination Maroc, il y a des vidéos et des PDF qui vous attendent. Je vous ai fait ça pour seulement 19 euros, c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. Généralement, quand on parle d'une villa, on part sur un budget de fini par mètre carré. On est de 6 000 dirhams jusqu'à 1 000 dirhams et plus.
bien sûr, pour avoir une bonne qualité. On peut construire avec beaucoup moins que ces budgets-là, mais ça dépend en fait juste des critères. C'est pour ça en fait j'insiste moi sur la justesse des choix. C'est que c'est pas si on a une villa avec des surfaces qui sont énormes, ça veut dire on est dans la qualité. La qualité, c'est pas le luxe. Donc, il faut être vraiment, il faut vraiment être dans la justesse en fait des choix. Donc, on peut construire à 6 000, à 10 000, à 20 000 et plus. Il n'y a pas de limite dans, en fait, dans le budget, mais plutôt le minimum. Il doit être, s'il y a un budget qui est, on va dire, qui est limité, bah, il faut s'adapter à ça. Et c'est ça le rôle de l'architecte aussi. C'est de dire bien sûr au client que voilà, vous avez ce budget, on peut sortir ça et ça et ça et ça. Après, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Mais bien sûr, on peut construire avec tous les budgets. Ça, y a aucun souci. Aucun souci. Ouais, toi, t'es confronté à ça, que parfois leur budget est pas celui qui est dans la réalité, ou où il y a des croyances et C'est vrai parce que en fait, je trouve que on n'a jamais le vrai budget au début, mais tous les budgets sont limités. Si on a 1 million d'euros, 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, enfin, c'est des budgets qui sont limités aussi. Donc, vaut mieux en parler. Le travail de l'architecte aussi, c'est que après, bien sûr, c'est toutes ces discussions, ces allers-retours sur les plans et tout, c'est de pouvoir dire au client, voilà, ça va vous coûter approximativement ça et ça et ça. Avant même d'arriver à l'autorisation, on va dire, c'est une estimation qui est provisoire, mais qui va donner déjà une idée au client qui va plutôt canaliser ce processus de conception pour être aligné, bien sûr, avec le budget. Et il n'y a pas que le budget, bien sûr, hein, pour être aligné avec le budget, avec le climat, avec l'orientation, avec la forme du terrain. Parce que là, en fait, dans le processus, on commence avec le rêve. Nous, en tant qu'architecte, on ramène bien sûr ce qu'on a comme contraintes. On essaie de les joindre et de petit à petit, on essaie de se rapprocher plus des contraintes. Et c'est ça, enfin, c'est ça le vrai processus pour créer les liens entre les deux. Mais bien sûr, sans oublier, ou plutôt, on va dire, tout en gardant le maximum possible des éléments qui constituent le rêve du client pour sa villa, on va dire, son mais paradis. j'imagine ça fait partie des premiers paramètres qu'on aborde avec toi. Ouais, ouais, exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai insisté sur la discussion profonde qu'il faut avoir au début, où il faut vraiment parler de tout ce qu'on veut faire. Un client, par exemple, il veut construire une villa. Bon, il faut comprendre déjà la vocation du villa. Est-ce qu'il veut la louer? Est-ce que c'est pour la location journalière? Est-ce que c'est un refuge familial? Est-ce que c'est une maison qu'il va construire pour sa retraite? Ces éléments nous aident énormément Ouais, ce sera à pas se pareil canaliser. Ah, ça n'a si rien à c'est pour voir. faire du Airbnb ou y Exactement. vivre. Et bah, par exemple, à Marrakech, les villas Airbnb, c'est des villas de 5 chambres et plus. Et donc, il y a une certaine architecture qu'on adopte dans ces villas parce qu'on sait très bien ce qui est demandé. Et même les gens qui sont dans le domaine, pas forcément les architectes, même eux, enfin les investisseurs, les promoteurs et tout, ils savent très bien ce qui est demandé pour la location ou pour la vente aussi. Donc, parce qu'une villa qui va être construite pour la vente, ben, c'est une villa qui doit plaire à la majorité Les des potentiels standards, acheteurs. ouais. Exactement. Mm. Quand on construit une villa qui est propre au client qui est devant nous, bah là, c'est de sur-mesure. Donc, c'est de sur-mesure. Chacun son mode de vie, chacun a ses choix. Nous, notre rôle aussi, en tant qu'architecte, c'est juste voilà, de le canaliser et sans forcément lui créer des contraintes. En fait, il faut lui faciliter la tâche, mais tout en étant en fait dans le conseil et tout, en se basant sur nos expériences aussi. Parce qu'on sait très bien que parfois on trouve les gens qui ont des rêves, mais si on réalise ces rêves-là, bah, en fin de compte, dans la vraie vie, ils sont pas si séduits, enfin, c'est pas séducteur pour eux, quoi. Enfin, donc c'est pour ça que nous, on essaie voilà, de conseiller.
sur voilà, les matériaux à utiliser, la forme, les auteurs, enfin les auteurs, par exemple, aussi le nombre de mètres carrés pour que ce soit pas trop grand, pas trop petit, l'apport de la lumière, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de détails à Ouais, prévoir. Et pour rester sur le budget, pour qu'on ait une idée de le produit final quand on a la villa, entre une fourchette basse et une fourchette haute, ça, mètres carrés fini. ouais, la totalité, tu as une somme en tête? Ah, bah ça dépend des mètres carrés qu'on a, Ouais, aussi de la surface. Les mètres carrés finis, moi, je dirais en moyenne 6 000 dirhams. En moyenne 6 000 dirhams. 6 000 dirhams, on peut avoir quand même un beau marbre dans des endroits. On peut mettre enfin, de la menuiserie en bois qui est quand même bien faite et tout. Comme je vous ai dit, ça dépend de ce que le client il veut. Soit il a un budget limité, soit il a des contraintes qui ont rapport avec le budget, mais indirectement. C'est-à-dire, moi, je veux absolument du marbre Calacata dans le sol. C'est une contrainte, mais ça a un budget, il faut s'adapter. Ça dépend aussi du style qui va être adopté. Parce que c'est vrai qu'il y en a, enfin, il y en a qui insistent à avoir des éléments traditionnels dans leur maison, par exemple du zlige, du, du vrai bois, des plafonds en bois dans les salons et tout. Ça a un budget aussi. L'artisanat, c'est un élément qui, enfin, au Maroc, c'est un grand avantage. C'est certes, c'est noble, mais il faut prendre en considération aussi les contraintes temporelles. Donc ça rajoute un peu de temps et aussi le budget aussi. Donc ça augmente le budget aussi. est-ce que tu as déjà eu un budget illimité? Ou tu avais carte blanche Ah, surtout? non, jamais. La vérité, jamais. Jamais dans le sens où tous les budgets sont limités. Et C'est tu y as ça. déjà pensé? Si C'est- j'avais un budget je préfère avoir un budget limité. Ouais, ouais. Vraiment. Hmm. Parce que en fait, c'est ça. Plus, si on a des contraintes qui ont un rapport avec voilà, le budget climat, machin, les normes et tout, ça nous pousse à être plus créatif, plus créatif. Et c'est ce qui fait le charme aussi de l'architecture. Et justement, est-ce que tu as eu un budget qui était très très limité et au final tu as Ouais. été super content du résultat? Ouais, ça arrive souvent. Enfin, très très limité, ça dépend. En Ça restant dépend raisonnable, de ouais. quelle limite. Ouais. Mais en restant raisonnable, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ça en fait. Enfin, c'est c'est juste que voilà, je viens avec un budget. Enfin, le client plutôt, il vient avec un budget. Moi, je lui dis, t'as ça et ça et ça. Donc voilà, c'est une discussion à avoir. Il est d'accord. On arrive à faire sortir. On arrive à jouer après sur les couleurs, sur. euh, J'insiste tout le temps sur la justesse des choix. La justesse des choix, elle est très importante. Peut-être on a un budget on peut avoir une carte blanche, un budget qui est illimité. On peut mettre tous les matériaux nobles qu'on veut. En fin de compte, c'est fat quoi. Enfin, c'est pas, ça va pas être séduisant. Donc il faut jauger le budget, jauger aussi on va dire, l'aspect architectural en s'adaptant à tous les envies du client. Et toi, tu accompagnes des clients qui sont à l'étranger, qui vivent pas encore au Maroc? Ouais, ouais, c'est très, très, très souvent. Enfin, moi, je suis basé à Marrakech. La plupart des projets sont à Marrakech. La plupart des clients sont des personnes qui n'habitent pas au Maroc. Mais bien sûr, on s'adapte à ça dans le sens où, pour de l'avancement, par exemple, sur tout ce qui est plan et tout, les esquisses, bon, il y a des logiciels, et on fait des visios, on en parle, on sort des esquisses. C'est comme si on est à table, quoi, sinon, pour ce qui suit, tout ce qui est autorisation et tout, on peut s'en occuper. Voilà, on parle aussi des intervenants dont on aura besoin. L'entreprise, une fois le client il veut commencer à construire, on choisit une entreprise qui va bien sûr prendre en considération le fait que la personne n'est pas là aussi. Nous, on fait notre contrôle, certes, mais ça serait bien aussi d'envoyer à chaque fois des rapports, on va dire hebdomadaires. Euh, à chaque fois, on crée un groupe, on pourra envoyer à chaque fois des photos, des vidéos pour l'avancement du projet, quoi. Donc la relation de confiance est très important. Il y en a qui ont peur au début ou Le fait d'avoir peur, c'est normal, je trouve, mais il faut une confiance qui est mutuelle comment des tu deux les côtés. rassures, toi, justement? Dès le début, on parle du processus, on parle de combien de temps ça va prendre aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le facteur temporel. Un projet, on va dire, un projet, c'est 12 mois, avec toutes les phases. Minimum. Ouais, ça peut prendre plus. Ça peut prendre plus.
Prendre moins, ça dépend. Ça dépend de la taille du projet aussi. Moi, je donne en moyenne, on parle de 12 mois. Parfois, il y a des retards qui sont dus à, par exemple, les livraisons, les retards de livraison après dans le chantier. Parfois, on a des surprises dans le chantier aussi, des défis qui sont techniques. Donc, en fait, là, on parle de moyenne, mais bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du sur-mesure. Donc, ça dépend de chaque projet, quoi. Et avant la construction, il y a l'aspect terrain. T'as des petits conseils là-dessus ou des choses à nous partager? À Marrakech, pour les terrains de villa, si on parle des terrains de villa, les grandes surfaces, ça construit beaucoup route Torica, route Tahnaout, route du barrage, route d'Amzmiz, et aussi route de Fès. La tendance, c'est que les gens, ils aiment bien construire dans ces zones-là. Sur le terrain, moi je conseille tout le temps, c'est bien de prendre l'avis d'un architecte, mais il faut bien sûr prendre l'avis aussi d'un notaire pour tout ce qui est paperasse, administratif et tout. Très important, ouais, dès le C'est début. Ouais. très important d'avoir un bon notaire, comme ça vous évitez toutes les surprises et bien sûr nous on suit juste après. Parce que c'est vrai, enfin moi je crois en fait que chacun a son métier, chacun doit apporter, on va dire, son plus dans tout le processus, en commençant par l'achat jusqu'à la construction, jusqu'à le fait, enfin, d'y habiter, quoi. Ouais, moi, je recommande toujours à mes abonnés, ceux qui suivent la formation, Ouais, chaque étape, tu t'accompagnes d'un expert pour exact. sécuriser. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais ça nous arrive très très souvent. Bon, Yacine, moi je veux acheter un terrain ici, qu'est-ce que tu en penses et tout. Moi, je peux parler des règles, par exemple, d'urbanisme. En se basant sur mon expérience et tout, bon voilà, tu prends la note de renseignement, comme ça tu sauras qu'est-ce qu'il faut construire. Il faut prendre en considération aussi le fait que s'il y a un recul, s'il y a des prospects, il faut voir comment la réglementation elle est faite sur cette zone-là, et aussi la faisabilité du projet, si on peut construire ou pas. Il y a pas mal de terrains où on ne peut pas construire puisque ça ne respecte pas bah, la réglementation. Par exemple, si on est dans une zone rurale, La euh, VNA et tout ça. ouais, ça aussi, mais aussi, par exemple, si on est dans une zone rurale, on n'est Ouais. pas dans un secteur qui est engagé, on a moins d'un hectare, euh, il se peut que le terrain n'est pas constructible ou le terrain n'est pas accessible, ou on a une route qui passe peut-être, qui est projetée dans le PDAR ou dans les documents d'urbanisme en général, qui passera peut-être par le centre de la parcelle, quoi. Donc, il faut prendre ça en considération. Après, pour tout ce qui est, bien sûr, paperasse, titre ou milkia ou peu importe, il faut voir avec un notaire, bien sûr. Tu peux nous donner quelques chiffres en restant sur le terrain, des superficies, des prix moyens. Les superficies, l'idéal, c'est d'avoir un hectare. C'est ce que la plupart des gens y prennent. Donc, du moment un hectare, c'est-à-dire on est presque 100% sûr que c'est constructible. Ouais, moins d'un hectare, c'est un peu serré quand même. Enfin, Ouais, ça dépend. Ça dépend. En fait, il y a ce qu'on appelle l'article 35. hmm. On peut faire des demandes pour construire dans une zone moins d'un hectare, mais il faut que le secteur soit engagé. Donc, faut avoir des constructions adjacentes et tout. Mais sinon, le prix là, il varie. Récemment, certes, ça a augmenté. Donc, prix d'un hectare, on est 1 million 2, 1 million 4. On arrive à 2 millions. Si on se rapproche plus de la ville, sur les routes d'Orica, d'Amzmiz et tout, on est plus vers les 5-6 millions. Mais là, par contre, c'est une réglementation qui est différente. C'est-à-dire que la plupart des gens qui achètent un hectare plus proche de la ville, c'est pas pour construire une villa, mais plutôt un groupement d'habitation ou un lotissement fermé ou un lotissement, quoi. On est sur ces zones-là. Après, il faut voir aussi pour être aussi accompagné d'un agent immobilier et faire une étude du marché et voir aussi l'emplacement de la parcelle, l'accessibilité, la nature aussi de la propriété, comme on a dit titre ou Milkia, ça dépend de chacun en fait. Est-ce que tu as des clients qui viennent te voir et ils n'ont pas encore leur terrain, justement? Oui, très souvent, très très souvent. On vient faire une consultation. Bon voilà, ils viennent pour savoir si par exemple construire une villa, on va dire route d'Orica, kilomètre 20, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ben, nous, on essaye juste de donner quelques conseils,
à la personne. Donc ces conseils-là concernent voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, euh, voilà la réglementation, qu'est-ce qu'on a comme cause, donc les conditions d'occupation du sol. Voilà les contraintes aussi euh, pas que en rapport avec la construction, mais peut-être après, le fait d'y vivre. Parce que si on parle d'une villa d'1 hectare loin de la ville, c'est tout un, on va dire une logistique à prendre en considération aussi. C'est un grand terrain, c'est des grandes surfaces, il faut les entretenir, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses derrière. Et jusqu'à combien de kilomètres on peut s'éloigner de Marrakech? Tout ce que vous voulez. 30, 40 même? Ouais, 30-40, ça dépend de vos envies aussi. Il y en a des gens, beaucoup de gens qui aiment bien s'éloigner. Parce que si on parle de 40 km, route d'Orica, on est beaucoup plus proche des montagnes, route à Nantes. Carrément, ouais. Ouais, parce qu'on sait très bien que en fait, il y a un rayon de 70 km où on a les montagnes, l'Atlas, on a le désert de l'autre côté. Donc, Ouais, kilomètre 35, ça commence la montagne. exact, exact. Donc ça dépend des envies aussi. C'est un paysage qui est très beau, très différent. On est plus dans la campagne. Plus on se rapproche, c'est vrai qu'il y a des avantages aussi. C'est quand plus on est plus proche de la ville. Donc ça dépend, on fait des envies. On peut faire. Moi, je voyais beaucoup, et ils veulent rester dans les 10, 15 kilomètres, souvent, Exact, exactement. pour C'est être le pas plus trop demandé. loin. Ouais. C'est le plus demandé. Concrètement, je viens te voir, j'ai trouvé mon terrain. Quelles vont être les premières étapes qu'on va voir ensemble? Donc la première chose, c'est que on prend le terrain, on regarde la réglementation locale, du coup les lois en vigueur. On pose les contraintes qu'on a. On fait une visite, bien sûr. On est obligé de faire une visite sur place pour voir effectivement, en se basant et sur le relevé topographique et aussi sur la visite pour voir et la forme du terrain et les pentes et enfin la nature du terrain quoi. Vaut mieux euh, faire tout ce qui est études géotechniques par un laboratoire pour voir la nature du sol et tout. Et du coup, juste après, par la suite, bah, le client, il me donne, enfin, on met plus sur papier le programme et donc toutes les envies du maître d'ouvrage. On essaie de joindre, là, on essaie de joindre le tout en ajoutant une touche, bien sûr, une conception architecturale qui s'allie, bien sûr, avec bah, ses envies, quoi. Donc là, c'est ce qu'on appelle la phase esquisse, qui vient directement après la phase mood board. La phase mood board, c'est une phase où on présente un mood board au maître d'ouvrage juste pour comprendre plus, plus concrètement qu'est-ce qu'il veut. Parce que peut-être que le discours, il transmet des informations, mais en essayant de représenter ça aussi par des photos dans un document qu'on appelle moodboard, par des photos, on arrive plus à comprendre les envies du client. Et donc après, on passe à la phase esquisse, on commence à esquisser le plan en 2D, on essaie de s'adapter au programme, voir si on a des contraintes, si le programme y est réalisable ou pas, parce que peut-être parfois on a moins de mètres carrés autorisés que ce qui est demandé. Donc là, on fait des ajustements. En gros, c'est la phase où il faut avoir plus d'aller-retour entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Après, du moment où on se met d'accord sur le tout, on passe aux élévations, donc tout ce qui est façade. Bien sûr, en faisant les plans, on prend ça en considération nous, en tant qu'architecte, parce qu'on s'imagine directement la volumétrie quand on dessine en 2D, parce qu'il faut lier les deux, c'est pas deux éléments qui sont séparés. C'est vrai que l'un vient après l'autre, mais quand on esquisse une plan, une fois, par exemple, on fait sortir une chambre de chaque côté, on sait très bien ce que ça va donner en volumétrie, et on sait très bien plus ou moins où on va avec ces formes qui sont adoptées. Donc une fois on traduit après ces éléments graphiques de plan, façade et tout, on fait des 3D. En 3D où on montre plus ou moins la volumétrie. On regarde aussi avec le client sur le logiciel ce que ça donne en volumétrie et tout. Du moment où on est d'accord sur tout, c'est là on commence on s'apprête à passer à l'étape d'après où on met tout le document graphique. On rajoute plus de détails sur le document graphique pour que ça soit plus lisible, plus propre quoi.
Et on commence à préparer tout ce qui est dossier d'autorisation, dépôt de dossier d'autorisation, le suivi administratif, et après on récupère l'autorisation. Et après on peut lancer les travaux par la suite. Il y a beaucoup d'étapes. En fait, C'est ça un paraît que... process, quoi. Ouais, exactement, c'est un process, mais il y a une logique derrière. Ouais. C'est commence par esquisser, on arrive, bon voilà, les fameuses 3D, parce que on sait très bien que tout le monde adore les 3D. Euh, donc après l'autorisation, on commence à construire, avec aussi, bien sûr, le chantier et ses problèmes. Et après, on arrive, permis d'habiter, donc c'est certificat de conformité, pour finir, bien sûr, ce processus, quoi. Et généralement, tes clients, est-ce qu'ils ont déjà des connaissances de style, d'architecture, de matériaux? Ou ils vont te montrer des photos, des exemples de villas? Ce qu'on remarque le plus, c'est que les gens, ils font des captures d'écran. Il y en a qui viennent, qui te montrent une vidéo sur TikTok, je veux ça. En fait, nous, chaque architecte a son style, certes, mais on essaie voilà, de mettre, de traduire toutes les envies du maître d'ouvrage, tout en gardant notre touche et tout en respectant le tout, quoi. Donc, les photos aussi, Pinterest, on sait très bien que tout le monde a accès à cette plateforme où, euh, avant de s'apprêter à consulter un architecte et tout, les gens, ils regardent ce qui se passe et tout. À part tout ce qui est plateforme, il y a aussi bah, dans la vraie vie, enfin, les gens, ils passent, ils regardent une maison, ils aiment bien, ils prennent ça en photo, ils te montrent, je veux un truc comme ça. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de comprendre c'est quoi la chose qui a attiré son attention sur l'élément Hmm. présenté. Le besoin derrière Exactement, parce que par exemple, on nous présente une photo parfois de mouche à On n'y est pas, c'est une étape. On va dire qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ça, mais c'est déjà bien parce que tu comprends ce qui est derrière. Tu essaies de lire enfin, entre les lignes, quoi. Et quand tu dis maître d'ouvrage, c'est le client, c'est ça? Voilà, c'est le client. Dans le processus de construction, on a maître d'ouvrage et on a maître d'œuvre. Donc, maître d'œuvre, c'est l'architecte, maître d'ouvrage, c'est le propriétaire, bon, le client, quoi. À quel moment du processus tu sens vraiment que le projet a pris vie et qu'il est en train de naître? Euh, pour moi, il prend vie le jour où on commence à creuser pour les fondations. Là, ça prend vie. Pour la majorité des gens, le jour où on fait une esquisse et commence à sortir les 3D et tout. Donc, ils voient, enfin, parce que la 3D, c'est vrai que c'est une sorte de visualisation de ce qui va être construit. Euh, Parfois, il faut être honnête, parfois elles vendent du rêve, c'est parfois c'est sous-coté, parfois c'est surcoté. Donc voilà, mais au moins on se rapproche un peu de la réalité, on arrive à comprendre la volumétrie, les couleurs, l'ambiance et tout ça. Ça Donc reste de l'imaginaire encore. ouais, voilà, ça Ok. reste de l'imaginaire. Mm. La preuve, c'est qu'avant, il n'y avait pas de 3D et pourtant, bah, les architectes sortaient des édifices qui sont incroyables. Donc, C'était tout sur papier. exactement, Mm. en fait, c'est parce que c'est de l'imagination et c'est ça le rôle de l'architecte aussi. Et tu as parlé tout à l'heure de la confiance. Du moment où le maître d'ouvrage, donc le client, il fait confiance à l'architecte, en se basant sur ça, le résultat, en fait, il est à la hauteur de ce qu'espérait le client, forcément, parce qu'il y a de la confiance. Et en fait, c'est un processus où, pour moi, il faut plier un peu le côté, enfin, le facteur temporel et tout. Et si vous voulez construire par passion, euh, bien sûr, je parle que des villas qui sont faites des villas sur mesure, qui sont faites pour les clients où ils veulent vivre. Pas forcément des villas en location et pour la vente et tout. Donc pour moi, c'est un processus qui est passionnant. Il faut être passionné, il faut le suivre. Il faut pas brûler les étapes, il faut pas se précipiter, mais il faut pas non plus tourner en rond. Donc il y a une logique à suivre, c'est tout. Mais pour toi, c'est le moment où on creuse, qu'on met la première pierre qui est symbolique. Exactement, exact. Ça t'arrive d'être sur place à ce moment-là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Enfin, nous, on fait des réunions de chantier. On fait les ouvertures de chantier, on fait des réunions de chantier. Ça dépend de la taille du projet. Ça pourrait être chaque 2 semaines, ça pourrait être des réunions hebdomadaires. Et c'est là où, ce qui est intéressant, c'est là où on commence
à basculer sur un autre, on va dire une autre vraie phase dans le processus. On commence à avoir des problèmes. Il n'y a pas un seul chantier où il n'y a pas des problèmes. Mais le but, c'est, voilà, le but de tous les intervenants dans un chantier, parce que là, on parle que de l'architecte, mais certes, il y a tout ce qui est ingénieur, génie civil, laboratoire, bureau de contrôle, le topographe et l'entrepreneur aussi, il faut pas l'oublier, donc la main-d'œuvre. Donc, le but, c'est de faire sortir, enfin, de trouver plutôt des solutions à tous les problèmes qui sont rencontrés quoi, pendant le chantier. Donc, à un moment, tu es comme un chef d'orchestre. Ouais, ouais, c'est maître ouvrage, maître d'œuvre. Mais les allers-retours entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre, elles continuent. Même le jour où on a des problèmes, par exemple dans le chantier où on est obligé de faire des modifications, par exemple, bien sûr, on propose. Il faut voir aussi ce que le maître d'ouvrage pense aussi. Et après, on continue. Où est-ce que ça bloque le plus souvent et qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Ça peut bloquer, effectivement, ça peut bloquer. Ça peut bloquer, par exemple, je dis si on essaie de, par exemple, si on brûle quelques étapes au début, ça pourrait bloquer après dans le chantier. Parfois aussi, il y a des contraintes qui ont rapport avec le climat, peut-être. Des contraintes qui ont rapport avec des événements. On sait très bien que, par exemple, période de l'Aïd, il y a les chantiers, le chantier au Maroc, bah, ça s'arrête pendant une bonne période. Donc il y a beaucoup de contraintes qui changent ce facteur temporel. Peut-être ça nous arrive des fois où il y a des contraintes budgétaires. Où le client, enfin, il est plus bloqué sur le budget, ce qui fait que forcément, ça va arrêter le projet pendant un bon moment, le temps que ça se libère, quoi. Ça me faisait penser aussi aux catastrophes naturelles, tremblements de terre. Ça, tu Ouais. l'intègres d'office. C'est Euh, dans la loi. c'est dans la loi. Normalement, on est sollicité, bien sûr, on sollicite un ingénieur, génie civil et tous les autres intervenants. Donc l'ingénieur génie civil, il fait tout ce qui est calcul, bon voilà, du ferraillage et des éléments techniques pour la construction. Et bien sûr, il y a des choses à adopter si on veut avoir une construction antisismique. Mais une construction antisismique, ça rajoute des contraintes que la plupart des maîtres d'ouvrage n'acceptent pas. Par exemple, le nombre de poteaux, si on est sur une construction, évidemment, poteau-poutre en béton armé. Parce que on sait très bien que presque dans la plupart des villas, ils aiment bien les grandes ouvertures avec des grandes portées, une portée de 7, 8 mètres, 9 mètres. On peut pas être antisismique avec cette portée-là. Donc voilà, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Faut voir, faut prendre en considération le tout. Pour avoir la meilleure recette en fait, avec tous les ingrédients. Est-ce que tu as déjà vécu des moments où c'était tellement compliqué que le projet a dû s'arrêter, un truc qui est vraiment devenu galère pour toi? Pas pour moi forcément, mais parfois on a des problèmes qui ont rapport avec voilà, avec le climat, peut-être le maître d'ouvrage, c'est un choix du maître d'ouvrage. Peut-être parfois on a la volonté du maître d'ouvrage qui veut faire des modifications qui sort des normes en vigueur. Et donc, on sait très bien que ça va nous bloquer, nous, par la suite, dans tout ce qui est permis d'habiter et tout. Donc, on est obligé de prendre le temps pour rester, on va dire, dans la réglementation afin de ne pas avoir des problèmes après par la suite. Parce qu'on n'a pas envie de construire quelque chose qui est non réglementaire, enfin, avec une autorisation, certes, mais qui respecte pas la loi. Du coup, c'est des infractions. C'est vrai qu'on peut régulariser le bâtiment, mais si on est en infraction, bah, forcément, on peut pas avoir un permis d'habiter. Et il faut voir aussi quel type d'infraction pour voir si on peut la régulariser ou pas. Donc là, c'est beaucoup de contraintes. Et si la personne elle est pressée par le temps et tout, bah, vaut mieux. Enfin, c'est pas que vaut mieux, mais il faut respecter le plan autorisé pour ne pas avoir de surprise après. Donc c'est vrai que parfois, je trouve que euh, on trouve que les gens, parfois ils insistent sur quelque chose. Quand on donne le conseil, notre but c'est de donner le conseil, mais on va pas mettre le couteau sur la gorge. Mais c'est juste pour faciliter les choses après, pour ne pas avoir de surprise. Hmm. Tu me diras si je me trompe, mais je ressens qu'il y aura un grand côté psychologique aussi dans ta relation Ouais. avec eux. Ouais. Bah, on a parlé de confiance. Donc, du moment où on parle de confiance, on parle d'une relation euh, où l'architecte
doit essayer vraiment de se mettre à la place du client. Donc, dans le sens où il s'imagine tous les scénarios possibles. Et donc, le fait de s'imaginer tous les scénarios possibles doit commencer déjà avec la personne qui veut acheter le terrain. Donc, c'est là où j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est accessibilité, forme de terrain et tout, le Hmm. programme et tout. Nous, pour notre côté aussi, si c'est une villa pour une famille qui a un certain mode de vie et tout, il faut s'imaginer tout enfin, tous les scénarios possibles, par exemple, et le personnel, et les invités, et les proprios, comment ils vont habiter, de quoi ils ont besoin. Donc, euh, donc en fait, il faut prendre en considération ça, ce qui fait qu'on se met dans la peau du client, quoi. Tout en, bien sûr, en ayant la casquette architecte dans tout ce qui est, dans tout ce qui est contrainte de l'espace. Ça doit être un métier très riche, d'un Ouais. point de vue interaction aussi, et même intellectuel, et psychologique, tout ça, quoi. Exact. Bah, ça va loin de tout ce qui est technique. Il n'y a pas que le technique, mais c'est plutôt, il faut comprendre, il faut donner une âme au projet. Et l'âme du projet, elle se constitue de tous ces éléments dont on vient de parler. Et c'est quoi ta touche à toi? Bah, touche à moi, c'est qu'on est plus, pas sur du minimaliste, mais on est plus sur des formes qui sont épurées, des grands volumes, avec des rappels. On est plus sur des matériaux qui sont nobles, mais qui sont pas trop flashy. On est sur une architecture qui fait toujours des clins d'œil à l'architecture locale. Du moment où moi je fais un projet au Maroc, à Rabat ou à Marrakech et tout, il faut que je fasse un clin d'œil. Il faut que je respecte aussi l'orientation. C'est bien dommage d'avoir une piscine qui est orientée nord à Marrakech. Donc, enfin, il y a plusieurs contraintes où il Ça faut. arrive de faire cette erreur? J'ai vu des projets où les gens ils ont fait ça. Mais c'est pas orienté nord-nord, mais j'ai vu une piscine qui est orientée nord un peu ouest. Et du coup, le salon, il n'y avait pas une casquette qui cachait le soleil. Du coup, on avait un soleil avec des rayons qui s'étaient rasants vers le 14 h. 15 h, c'était infernal. Donc, tous ces éléments, il faut le prendre en considération. L'orientation à Marrakech, c'est très importante. Ouais, la nature, le soleil, la lumière. L'air aussi, la circulation est verticale et horizontale. Optimiser les espaces, ça sert à rien d'avoir des couloirs qui seront pas utilisés ou que ça va rajouter de la surface. Ça va rajouter aussi, ça va augmenter le budget alors que on pourrait l'optimiser. Donc voilà, c'est beaucoup de choses en fait. C'est beaucoup de petites choses auxquelles il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des différences entre construire au Maroc et à l'étranger? Forcément, c'est pas le même espace, c'est pas la même contrainte. C'est vrai que construire au Maroc, tout en commençant par tout ce qui est contrainte, on va dire du climat, de l'espace, du processus qui sera adopté pour construire, des matériaux. En fait, beaucoup de choses, parce que par exemple, au Maroc, ce qui se fait le plus, c'est de la construction poteau-poutre, béton armé. Si on prend un projet, par exemple, en France, les gens, ils osent plus à construire peut-être en bois, peut-être en pierre. Au Maroc, il y en a il y a de plus en plus la construction en terre qui revient sur le marché. Je trouve ça très intéressant parce que c'est une construction qui nous représente. Il y a tellement d'avantages dans ces constructions. Moi, c'est mon rêve, Ouais, faisons. mais bah, moi aussi, mais c'est juste que il faut prendre en considération aussi les inconvénients par la suite. En fait, c'est un calcul à faire, mais On mélange maintenant? exactement, il y a une architecture qui, on va dire, c'est une construction plutôt hybride. Ouais, c'est ça. On utilise les éléments du béton armé, les avantages et les inconvénients, enfin les avantages de chaque type de construction et on les mélange. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est Ouais, une c'est une solution. approche intéressante. C'est une solution qui fait plaisir à tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que construire en terre à 100%, c'est intéressant, mais il faut savoir qu'est-ce qui va venir derrière, quoi. Donc construire au Maroc ou construire ailleurs, ça ne pourrait pas être la même chose, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, un bâtiment, le but d'un bâtiment, c'est de ne pas le prendre et faire du copier-coller et le mettre partout dans le monde, que ça fonctionne, ça pourrait fonctionner.
Mais je trouve que c'est bien dommage. Aussi, je sais que tous les architectes ne sont pas, enfin, sont pas sur cette vision, sinon on n'aura pas le travail. Enfin, sinon le métier d'architecte, il sera pas, quoi. Enfin, parce que encore une fois, le métier d'architecte, c'est pas juste de donner des autorisations, de se faire un suivi de chantier. On a vu ton rôle où tu es un peu chef d'orchestre. Euh, Comment tu gères entre les entrepreneurs, les administrations? Tu apportes beaucoup de contacts aussi. Enfin, pour les administrations, par exemple, il y a tout ce qui est note de renseignement et tout. Ça, c'est une réglementation, ou KICHA, si c'est un lotissement d'ailleurs. Du moment où on respecte les normes, donc on obtient l'autorisation. C'est aussi facile que ça. Enfin, c'est pas si facile, ça dépend des contraintes. Parfois, il y a des projets qui sont un peu plus compliqués, qui sont situés dans des zones où, par exemple, peut-être le plan d'aménagement, il est en étude. Du coup, il faut attendre. Donc, ça dépend on va dire, du contexte. Sinon, pour le reste, les entreprises et tout, du moment, nous, notre rôle, c'est de fournir tous les éléments, les éléments, on va dire, clés pour l'entrepreneur, pour lui faciliter la tâche. Il y a pas, en fait, il y a pas de contrainte après à Et, avoir, quoi. et tu mets en relation ton client avec différents prestataires aussi. On propose, ouais, ouais, Mhm. on propose. On a forcément, tous les architectes ont une équipe avec laquelle ils ont l'habitude de travailler. On propose, mais ça ne veut pas dire forcément quand il faut travailler avec ces intervenants. On fait que proposer. Et si les clients, ils ont, par exemple, quand les gens ils sont dans du domaine, dans la construction en général ou des promoteurs, ils ont aussi leurs contacts. Donc on arrive à travailler, chacun fait son travail et puis ça se passe bien, quoi. Mhm. Mais un client de l'étranger qui connaît personne ici, On propose du ça va coup. peut-être l'aider aussi Ouais. de... Après, ça nous arrive très souvent de proposer, par exemple, on va dire, soit un bureau d'études, un topographe avec qui on travaille, et qui on veut faire des devis, on va dire, qui sont, voilà, des devis pour comparer. Mais, enfin, nous, en tant qu'architecte, notre métier, c'est pas d'obliger la personne à nous suivre dans ces éléments-là. Parce qu'en fin de compte, ça reste juste, enfin, on est plus juste intermédiaire ou on conseille, mais en aucun cas on oblige à travailler avec qui que ce soit. Enfin, quand même, le maître d'ouvrage, il reste plus libre dans ses choix, dans ce sens-là. Mais 90%, le maître d'ouvrage, il demande de travailler avec les gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, quoi. On revient à la confiance. Ouais, Il va savoir que tu, exact. tu, tu vas lui recommander des bonnes personnes. En même temps, ça facilite le travail. Bah oui. Si on a l'habitude de travailler avec ces intervenants, l'information, elle passe très rapidement, on gagne un peu de temps et aussi, par exemple, j'ai une entreprise, enfin un projet où j'ai fait, par exemple, un motif qui est très dur on va dire, à mettre en œuvre et que l'entreprise elle s'est rodée sur cet élément et l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Du coup, je sais que le prochain projet, il y aura plus cette contrainte. Mais bien sûr, c'est en aucun cas un critère pour choisir l'entreprise et tout. Il faut juste que les autres intervenants aient conscience aussi de l'ampleur du projet et de cette valeur et de cette âme du projet et qu'il y a des bonnes intentions. Et puis ça se passe très très bien. Enfin, ça peut se passer très bien. Et justement, au niveau de la main-d'œuvre, des artisans, il y a des défis que tu as dû traverser. Des défis, oui, peut-être dans tous les chantiers, des défis. Parce que après, au Maroc, bien sûr, il faut traduire tout ce qui est, il faut clarifier le maximum possible avec le langage des chantiers, qui n'a rien à voir avec le langage avec lequel on travaille. Si vous préparez votre installation au Maroc, il y a un point qu'on oublie très souvent, c'est la langue. Même si on peut se débrouiller dans pas mal de situations, apprendre un peu de Darija, ça change tout au quotidien. Que ce soit pour échanger avec les Marocains, pour se faire comprendre ou tout simplement pour créer du lien. Je vous recommande une super formation en ligne, elle s'appelle Blabla Darija. Elle est vraiment pensée pour les débutants, donc vous allez avancer à votre propre rythme même si vous n'avez aucune base. J'ai pu vous obtenir une réduction de 15% avec le code Entreprendre Maroc et vous allez même pouvoir tester 2 cours gratuitement. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez découvrir et commencer dès maintenant. Donc, c'est des mots techniques qu'il faut avoir sur chantier pour bien expliquer aux ouvriers
de quoi on parle. Comme ça, l'information, elle passe. Parce que le but, c'est que l'information, elle doit passer, peu importe le langage. Donc, il y a un langage du chantier que tous les architectes connaissent, qu'on adopte voilà, pour faire passer Faut les s'adapter informations. des deux côtés, donc. Oui, T'as un langage client, un langage exactement. terrain. Bah, la plupart des métiers où ils sont confrontés à deux choses, c'est pareil. Par exemple, les médecins, ils ont des mots techniques où, avec les patients, ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'ils savent très bien que l'information ne va pas passer. Donc, ils clarifient les choses beaucoup plus. Bah, pareil pour nous. Après, les défis, c'est juste que du moment où on est respectueux vers l'autre, on essaie de passer l'information, on essaie d'expliquer que mon but, c'est en aucun cas quelque chose qui est personnel, de personnel. C'est juste, c'est du travail. On a la casquette architecte, on est sur chantier. Voilà ce que je veux. Et voilà. Après, c'est vrai que de temps en temps, on a la contrainte de tout ce qui pourrait être réalisable ou pas. Ça dépend aussi là, on parle d'entreprise. Ça dépend aussi du matériel qu'a l'entreprise, ça dépend aussi de sa qualité de main-d'œuvre, ça dépend aussi de son expérience aussi. Parce que par exemple, on peut faire des portées de 4-5 mètres. Euh, il y en a la plupart, enfin pas la plupart, mais il y en a qui vont me dire c'est impossible que tu fasses ça, enfin, c'est pas possible et tout. Mais il y en a des entreprises qui sont vraiment à la hauteur et qui vont exécuter ça sans aucun problème, tout en suivant bien sûr les plans techniques de l'ingénieur génie civil ou voilà, ça sera exécuté, quoi. Si on revient un peu à la question du budget illimité, mais si toi tu pouvais construire ta villa de tes rêves, quelle zone tu vas privilégier ici à Marrakech? Moi, je suis un amoureux du quartier La Palmeraie. Depuis tout le temps, j'adore ce quartier. Bien sûr, en parlant à Marrakech, c'est La Palmeraie pour moi. Après, c'est vrai que la route d'Orica, c'est bien parce qu'on est très proche des montagnes et tout. Mais personnellement, c'est La Palmeraie, 1 hectare, bien accessible, titré, ou plus d'1 hectare. Mais 1 hectare, je trouve que ça, c'est déjà bien. Avec une villa, moi j'adore les villas plein pied. Je suis pas un grand amoureux des villas avec des étages, mais je parle de ma propre villa. J'adore les villas plein pied. On peut adopter une architecture qui s'ouvre vers l'extérieur, avec des patios, pas forcément un sous-sol, peut-être un rez-de-jardin. Parce que le fait de mettre un sous-sol et d'avoir une grande cour anglaise où on peut mettre un arbre, peut-être, si on est au sous-sol, en voyant l'arbre, on a l'impression qu'on est au rez-de-chaussée. Donc il y a un jeu, on va dire, un peu psychologique qu'on peut adopter. Sinon, une ouverture vers l'extérieur, des lits qui sont simples, petit clin d'œil à l'architecture marocaine. Après, on sait très bien que tous les architectes, euh, ils ont un problème avec le fait de construire leur propre maison. Parce qu'il y a tellement d'idées à faire, on est tout le temps dans la critique, parce que entre nous, un bon architecte, c'est quelqu'un qui critique les choses. Et toute chose est critiquable. Il n'y a pas une chose qui n'est pas critiquable, donc toute architecture est critiquable. Ce qui fait que on construit, et du moment où il y a, si on habite et on trouve que, voilà, il y a une chose qui va pas nous plaire, bah, je te cache pas que c'est infernal dans le sens où tu la vois tout le temps, ça te dérange. Donc, ce qui fait, c'est pour ça, moi, personnellement, moi, je dirais que je partirais plus sur quelque chose de très épuré, très simple, où je pourrais faire des changements par la suite, qui seront plus faciles à exécuter, mais qui vont m'aider aussi voilà, à changer, on va dire, l'architecture de la maison de temps en temps, quoi. Bah, c'est ce que je fais dans mon bureau aussi. À chaque fois, c'est un espace qui est ouvert et on essaie de changer la table de réunion de par-ci, par-là, les fauteuils. Comme ça, on crée à chaque fois un nouveau espace, donc ça donne une nouvelle énergie. Tu parles d'énergie, c'est très important aussi, l'énergie d'un lieu, Ouais. comment elle va circuler. Exact. On a fait une villa récemment à côté de Marrakech où on a adopté le style feng shui. Donc voilà, c'est là où on a travaillé avec enfin, cet esprit d'énergie. On fait ça de temps en temps. Il y a beaucoup de contraintes, certes, mais il y en a qui veulent absolument que leur villa soit feng shui et on l'a fait, quoi. Après, si on part sur le style feng shui, ça dépend à quel niveau. Parce qu'il y en a qui parlent juste que le fait que, par exemple,
Les chiottes, la cuvette, elle doit être renfermée dans un espace. Le fait qu'il faut avoir, par exemple, deux ouvertures qui sont l'une face de l'autre, comme ça, l'énergie, elle passe. En fait, il y a des choses qu'on peut adopter dans ce style, mais on peut évidemment vraiment pousser le feng shui dans le sens où il y a un travail, il y en a des gens qui font un travail sur les énergies, l'emplacement dans la parcelle. C'est un travail très, très atypique. On avait fait ça une fois et je trouve que c'est une belle expérience. Ça me fait penser aussi des fois où on fait appel à un sourcier Ouais. pour trouver de l'eau. C'est très courant aussi au Maroc, ça. Non, 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 la vérité, non. Mais on avait travaillé sur un projet en Afrique, à Lagos, et eux, là-bas, ils adoptent ces choses-là. Mais au Maroc, non, non, non. Pour tout ce qui est eau et tout, bien sûr, il y a des bureaux à qui on fait appel. Ils viennent, ils ont du matériel, et on voit la profondeur de la nappe phréatique qu'on a, quoi. Moi, j'ai vu ça dans certaines fermes. Ah ouais, Ouais, ici au ouais, Maroc? ouais, Ok, plusieurs fois, ouais. j'ai jamais vu ça. Mais c'est cool, ok. Mais sorcier pour trouver de l'eau. Ouais, Ok, bah, pour trouver sur un terrain ok. quel est le lieu idéal pour trouver, pour creuser. Ouais, Et ça a marché? ouais, enfin, c'est des Ok. techniques ancestrales, tu vois. Mais genre en faisant avec un matériel, avec un objet ou Avec des branches d'olivier ou des trucs comme ça. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous partager sur un projet, un chantier? les anecdotes, on les a à l'appel parce que dans les chantiers, moi surtout, c'est plus surtout quand on fait la fameuse postée avec les ouvriers dans le chantier après la visite. C'est là où les ouvriers commencent à se charrier sur la capacité à exécuter des ouvrages et je trouve ça très marrant. Mais rien de particulier qui me concerne, quoi, personnellement. Quand on arrive au produit fini, la villa est terminée. C'est quoi tes ressentis, tes émotions? Ça nous arrive très souvent. Ça m'arrive le jour où je suis invité pour un repas dans cette villa. Bah, c'est là où tu te rends plus en compte que voilà, c'est en fait nos choix conditionnent la vie d'une famille ou d'un être humain. Donc, le fait, par exemple, que je prends le choix de mettre un couloir qui sera orienté, par exemple, est, ou le fait de changer le dispatching des espaces et tout, bah, en fait, en soi, c'est un conditionnement d'espace où on va conditionner la vie d'une personne à vie, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé plutôt tout à l'heure de comme quoi nous, on est dans cet esprit on prend en considération l'ampleur de ce processus. Et c'est pour ça, j'ai parlé tout à l'heure aussi de c'est le but d'un architecte de conseiller. Et donc, il faut prendre en considération tous ces conseils et tout. Euh, sinon, on est tout le temps ému, ou tout le temps, surtout que quand tu vois que la famille qui a habité ou les usagers, ils sont contents du résultat, quoi. Ouais, quand c'est vivant aussi. Ouais, ouais. Et parce qu'on sait très bien que un bâtiment, quand il est construit, il va pas bouger. Il sera là pendant des années, des années, des années. Donc, du moment où c'est fait, c'est fait. Donc c'est une sensation pas bizarre, mais c'est une sensation différente. Ça doit être étonnant les premières fois où t'es Ouais. dans le lieu que t'as dessiné, que t'as pensé, que t'as imaginé. Bah, ce qui est bien, c'est que plus on fait ça, plus tu te rends compte de l'ampleur des choses. Donc, heureusement, on n'a jamais eu une mauvaise expérience par rapport à ça, mais tu te dis, t'imagines, tu fais un choix qui conditionne et qui plaît pas aux utilisateurs. C'est un peu dur de changer. Certes, on peut changer durant le chantier, mais, mais bon, voilà, c'est une pression. En fait, c'est une pression, mais qui doit se transformer en créativité, en bonne énergie, quoi. Est-ce que t'as des moments où t'es blasé ou t'as toujours ces petites étincelles qui est encore Euh, présente? toujours, toujours, tout le temps, peu importe la phase du processus, peu importe la phase du processus, on est tout le temps confronté à des choses qui sont différentes. Et à chaque fois, on découvre des choses qui sont nouvelles, quoi. Enfin, en fait, quand on est passionné, on s'ennuie jamais. On peut pas s'ennuyer dans l'archi, donc voilà. Oui, c'est un métier de passionné.
Ouais, exactement. Vaut mieux être passionné. Et il faut être passionné. La plupart des gens, ils peuvent pas supporter, parce qu'en fait, il y a pas, encore une fois, c'est pas juste une paperasse administrative et un suivi de chantier. C'est, c'est le fait de s'adapter, et au type de projet et aussi aux volontés de la personne qu'on a en face. Et aussi, là, on parle, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle que juste que du particulier qui veut construire sa villa. Ça pourrait être une organisation, une société, des investisseurs. À chaque fois, c'est différent. Oui, toi aussi, tu fais d'autres choses. Là, on a parlé de ça, mais Notre spécialité, c'est tout ce qui est résidentiel et hôtellerie. Donc, on fait tout ce qui est villa, groupement d'habitation, lotissement fermé, lotissement, immeuble, et aussi tout ce qui est maison d'hôtes, gîtes, etc. et pourquoi tu as choisi Marrakech pour t'implanter? J'ai choisi Marrakech parce que j'avais travaillé avant d'ouvrir ma boîte. J'avais travaillé dans une agence ici. Euh, j'ai fait mes études ici aussi. J'ai fait mes études entre Marrakech et Paris. J'adore la ville en fait. Et en plus de ça, il y a beaucoup de choses à faire ici. Et on voit très bien comment c'est en train de prendre. C'est une évolution. Où ça nous laisse très optimistes par rapport au futur de la ville et du pays en général, avec tout ce qui se fait là récemment à Casablanca, à Rabat et dans toutes les villes. Ça bouge, hein. Ça bouge énormément, énormément, ça construit partout. Toutes les personnes que je rencontre, ils me disent la même chose, tant mieux pour vous. Mais pas que l'architecte, mais je parle que de l'ensemble des personnes qui sont dans le domaine de construction. Mais il faut pas oublier que ça, c'est juste pendant la phase de la construction. Parce qu'après, il y aura beaucoup de monde qui sont sollicités, il y aura beaucoup d'emplois, par exemple dans les maisons d'hôtes et tout, beaucoup d'emplois qui y seront. Enfin, c'est tout un organisme qui est en évolution. Et c'est très bien. Même le pays, tout est en évolution. Le TGV, la 5G, la fibre, les événements mondiaux. Exact. Vraiment, on peut être optimiste. Optimiste parce que moi, je suis tout le temps entre Rabat, Casa et Marrakech. Et franchement, on est à Marrakech, c'est le meilleur lieu pour avoir des vacances. Il y a une certaine ambiance qu'il faut aimer, bien sûr. Casa, ça bouge énormément dans le côté business avec le nouveau quartier qui sera mis en place. C'est que des projets qui sont très innovants. Nouvelle autoroute aussi. Nouvelle attente Casaraba. aussi, exactement. Et Rabat aussi, c'est une ville qui est magnifique, qui est propre, voilà, on sent on sent aussi cet aspect culturel, même en étant, enfin, il y a à Fès aussi, il faut pas oublier Fès, Meknès, Tanger, le sud. Mais aussi, au sud, j'y étais récemment. Et il y a des magnifiques routes, hein. Enfin, aussi, il y a d'autoroutes pour aller au sud. Ben, c'est devenu accessible. Donc, c'est c'est en pleine Il y a un évolution. grand travail, ouais, Il y a un grand travail à faire qui est en train de se faire. Et qui a été fait aussi, ouais. qui a été fait et est toujours en train de se faire. Ouais. Et ce qui fait que d'ici les années qui vont suivre, franchement, franchement, C'est peut-être ça aussi qui attire autant, aussi, parce que aussi le pays s'est modernisé très fort, hein. très fort. Et par exemple, la Casa, en termes d'économie, c'est le poumon du Maroc et aussi c'est le poumon du nord d'Afrique. Et très bientôt le poumon de l'Afrique en général, du continent. Le Marrakech, en ville touristique, elle est classée au niveau mondial. Euh, il y a en fait des atouts partout, partout. Et ce qui est bien, c'est que cette diversité, moi j'insiste sur ça, cette diversité qui nous laisse, qui donne énormément d'avantages et des atouts au Maroc et qui crée en fait cette attirance vers toute personne, personnes qui veulent, enfin, qui veulent s'installer au Maroc, quoi. Récemment, je lisais sur Marrakech, par rapport au tourisme, Mm. qu'avant il y avait la basse saison, la haute saison. Ils expliquaient que d'ici quelques mois, quelques années, il y aurait plus que la haute saison en permanence, quoi. C'est vrai parce que moi j'y habite là et à chaque fois, enfin on sort juste pour prendre son déj, peu importe le mois à Marrakech, c'est full dans les restaurants. Il y a des touristes tout le temps, les gens ils aiment bien touristes, quand je parle de touristes, je parle de tourisme local et international. Donc voilà, les gens ils le sentent aussi et ce qui est bien c'est que ça pousse aussi les gens
à avoir des nouvelles idées d'investissement et tout, même les personnes qui y vivent. Pas mal de gens qui avaient un business, un seul business, là, ils sont en train d'y penser, qu'est-ce qu'on pourra faire qui va, qui va s'aligner avec cette évolution. Et ça, c'est très bien, parce que Il y a beaucoup d'entrepreneurs marocains. beaucoup d'entrepreneurs marocains et d'étrangers aussi qui sont là et qui sont épanouis quoi, dans leur business. Et si on revient sur l'image de la villa, il y a des différences entre une villa ici et une villa à Rabat ou à Casa. Ouais, au niveau de l'architecture, parce que, encore une fois, peut-être le fait qu'on soit au Maroc, il y aura quelques ressemblances, ça c'est sûr. Mais supposons que c'est le même maître d'ouvrage, avec les mêmes critères, on a le climat. Le climat, il est différent. Plus d'humidité à Rabat, il fait moins chaud qu'ici. Ici, plus de soleil, il fait soleil l'année. Faut pas oublier que Marrakech, il fait chaud certes en été, mais l'hiver, il fait très froid. Il fait super Oui, froid. Ce qui fait que avoir, pour moi, je trouve avoir la cheminée dans la villa, c'est très important. Et pourtant, les gens qui connaissent pas Marrakech, ils disent, bah, ça sert à rien d'avoir une cheminée à on a les Marrakech. extrêmes en fait ici. Ouais, et il y a vraiment les extrêmes, surtout. Et donc, en fait, il y aura des ressemblances, mais je pars sur le fait qu'on aura une architecture qui est différente. Parce qu'on sait très bien qu'on prend une villa, la route de Fès ou route d'Orica, première chose sur laquelle euh, on sera stimulé, c'est le fait d'avoir une vue sur l'Atlas et une bonne orientation. À Rabat, peut-être il n'y a pas de montagne à côté, peut-être qu'on aura vue sur mer, on aura vue sur la forêt, donc c'est différent, c'est différent. Si on se projette dans 10 ans, comment tu vois l'évolution de l'architecture ici à Marrakech? Je vois une architecture qui allie entre modernité et tout ce qui est traditionnel. Je vois une architecture aussi qui s'adapte à tout type d'utilisateur et qui soit bien sûr euh, en bonne qualité, parce qu'il faut pas oublier que aussi les entreprises sont de plus en plus en évolution aussi. Il y a de plus en plus de la technologie qui se met en place dans le domaine de construction, donc les méthodes d'exécution ils changent aussi. Les besoins aussi ils changent, tout en gardant tout ce qui est richesse, on va dire, culturelle et artisanat et tout, et en rajoutant ça. Bah, franchement, ça va faire qu'évoluer. Comment tu vois justement le développement de Marrakech ces dernières années? Puisque ça bouge. Il y en a pas mal de gens, ils disent partout, c'est le futur Dubaï. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes sur l'achat des terrains, l'achat des riads, l'achat des appartements pour et les investisseurs et les gens qui veulent vivre à Marrakech, qui veulent s'installer à Marrakech. C'est bien pour la ville. C'est en train de se développer sur quelques zones dont on vient de parler. Il y aura peut-être quelques inconvénients sur le fait de, peut-être on aura une spéculation, il y aura une pression foncière, parce qu'il y a tellement de demandes. Je trouve que l'évolution jusqu'à présent, il est très bien. Et ça nous laisse cette vision un peu claire sur le Marrakech d'ici 10 ans. J'espère que ça va continuer sur cette trajectoire et qu'on arrivera à vivre dans une ville, on va dire, qui sera plus ou moins, qui s'adapte à tout type de nationalité qui vont vivre ici, tout en gardant cet esprit marrakchi et marocain. Ce qui attire au Maroc, c'est aussi son authenticité, Exact, tu vois, exact, exact. Bah, comparé à une ville de Dubaï qui serait plus, c'est ça le grand avantage. tu vois. On a une richesse culturelle profonde. D'ailleurs, c'est parmi les raisons pour les gens ils veulent vivre ici. C'est quand ils viennent, j'ai beaucoup d'amis, quand ils viennent la première fois à Marrakech, ils te disent que c'est différent. Je trouve ça différent. Au Maroc en général. C'est vrai que Rabat, on trouve que c'est plus moderne, Casa aussi, dans quelques endroits. Mais il y a toujours cette touche, on sent toujours cette touche marocaine, rien que dans l'ambiance, en croisant les gens dans la rue, en voyant leur mode de vie, en voyant aussi en- la culture. Quand on vient à Marrakech, enfin au Maroc en général, pendant le Ramadan, c'est pas les mêmes visites qu'on fait pour l'été que pour d'autres saisons. Donc, ou d'autres, bien sûr, d'autres, on va dire, facteurs. C'est vrai qu'il y a une atmosphère particulière. Dès que tu descends de l'avion aussi, Ouais. tu sens que t'es... C'est ce qui fait le charme, c'est ce qui est charmant ici.
C'est ce qui est charmant. Et encore une fois, peu importe, là on descend au Maroc, on a une vibe qu'on ressent euh, qui est différente. Il y a une ressemblance bien sûr entre toutes les vibes parce qu'on est toujours au Maroc. Mais voilà, c'est ce que je trouve, c'est ce qui est le charmant ici aussi. Et une petite question plus pour les réseaux, c'est quoi tes trois kiffs à Marrakech? Donc, ça peut être un lieu, un resto, Ah, un truc que tu as de la gratitude. ce que j'aime faire ici à Marrakech, Ouais, trois petites choses que moi, t'aimes le plus, ouais. moi ce que j'aime le plus, c'est que on peut adopter un mode de vie, on va dire à l'européenne entre guillemets, où on est entre boulot, là où on habite, faire les courses et tout, dans des quartiers qui sont, on va dire, très modernes comme l'Hivernage ou Quélise. Et on peut le soir faire un petit saut à moins de 10 minutes dans la Médina où c'est une ambiance totalement différente. Comme on peut prendre le lendemain la voiture et prendre la route d'Orica pour voir un peu les rivières et tout. Comme on peut prendre la route d'Okemden pour les montagnes où il y a de la neige. On peut prendre l'autre côté pour le désert. Donc en fait, il y a tellement de choses à faire. Donc c'est tellement riche, c'est impossible de s'ennuyer quoi. Et même en même temps, là, je parle que de Marrakech. Bon, c'est très bien que on peut prendre 2 heures de route, 2 heures et demie pour Essaouira, donc dans la mer, 2 heures encore une fois pour Casa ou 3 heures pour Rabat. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Et t'as des bonnes adresses à nous partager De restaurants, on va dire le fameux comptoir d'Arna, Mizane, Pétanque Social Club aussi, c'est intéressant. Il y a pas mal d'endroits qui sont très intéressants. Ça, c'est sinon de Cabana pour comme Roufta pour dans la Médina, de chez Mouha aussi le restaurant pour bien manger marocain. C'est un restaurant dans un riad dans la Médina. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le Koya, le Noto, les cafés sont à l'appel. Donc en fait, il y a tellement de choses que même moi, en vivant ici et en essayant de découvrir le maximum d'espace possible, bah, je peux pas tout voir, quoi. Enfin, parce qu'il y a aussi des nouveaux projets à chaque en fois, permanence, en permanence. Juste en 2025, il y a tellement de restaurants des qui ont concepts. ouvert, des nouveaux concepts. Là, l'autre jour, on était à Bloomhouse aussi, c'est très intéressant. Blue Ribbon aussi, c'est très intéressant pour prendre des branches. Ben, il y a un peu de tout et franchement, chacun on va dire, des habitants de Marrakech a ses petites adresses où il y va. Mais en aucun cas, il peut voir tout ce qui se passe à Marrakech. D'ailleurs, j'en C'est-à-dire, profite, il y a un nouveau café à Guélis qui s'appelle Groove Café. ouais, Et je leur fais un coucou et ouais, je connais, je je connais. vous invite à découvrir aussi. C'est très très intéressant, c'est très intéressant. Moi, je suis aussi pas tout le temps dans les restos, je suis tout le temps je suis un passionné de sport, de tennis. Donc, je suis très souvent dans le club Royal. Voilà, chacun a son mode de vie ici à Tu peux Marrakech. nous en parler? Donc, on peut faire du tennis ici au Oui, centre bien de sûr. Marrakech. On peut faire du tennis, on peut faire du paddle, on peut faire du volley, tout ce que vous voulez. Paddle, c'est le sport tendance là, en ce moment. Donc voilà, il y a des terrains de paddle de partout, entre Urban Paddle, Square Paddle, le club de la Palmeraie. Parce que c'est plus accessible que le tennis. Exactement, généralement on peut y jouer, c'est pas très technique, on peut y jouer en groupe. Tennis c'est plus technique et il y a plus d'efforts à fournir dans le tennis. D'ailleurs, il y a un tournoi chaque année. Ouais, le Grand Prix Hassan II, ça vient de finir il y a, je pense, Ouais, juste c'est il y a récent. 2 semaines, 2 semaines. C'est un ATP 250, donc c'est intéressant aussi. C'est un événement qui est international où on a des joueurs à l'international qui viennent. Donc voilà, c'est un sport où on a pas mal de terrains, enfin dans Marrakech, et des clubs aussi où on peut aller pour jouer quoi. Donc moi je suis dans le club royal de tennis. Il y a aussi l'Atlas Palmeraie, il y a enfin l'Atlas tennis, je pense. Palmeraie aussi, un autre club ici. Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est vrai que c'est une bonne ville pour tout un tas de sports, hein. Ouais, exactement. Le La, foot, les la terrains sont boxe, partout. il y a plein de trucs, ouais. Le foot, les terrains sont partout. Il y en a qui aiment la natation aussi. Il y a des clubs qui sont dédiés à ça, effectivement, dans le loisir et tout. Euh, Pas Beaucoup, importe les sports, hein. beaucoup de yoga, même. Ouais, aussi. L'équitation aussi. L'équitation, il y a pas mal de clubs, route Fès, qui sont vraiment pas mal. Cool shit. Cool chicken.
Et pour revenir à toi, à l'architecture, pour les clients qui voudront te contacter, travailler avec toi, comment ça se passe? Bah, on peut nous contacter, on est disponible sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn. Il y a du numéro de téléphone sur le Google Maps, ou peut-être l'adresse aussi sur Google Maps. Mais on travaille sur rendez-vous, donc on peut nous contacter pour prendre un rendez-vous. Donc, C'est quoi le meilleur moyen? On t'envoie un email, un WhatsApp, tout. Au Maroc, on adore WhatsApp. Au Oui, Maroc, tout le monde adore WhatsApp au Maroc. Mais voilà, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, appel téléphonique, voilà. on va mettre ça dans la description de Ok, la vidéo. merci. Donc, vous pouvez cliquer juste en dessous. Pour ceux qui ont ce rêve et qui n'osent pas encore franchir le pas et qui ont les moyens de le faire, qu'est-ce que tu peux leur dire? Il faut oser, il faut oser. La vie est si courte pour rester bloqué sur une idée et ne rien faire. Et moi, je déteste ces pensées-là qui me reviennent quand je dis fallait que je fasse, fallait que. Non, mais Ouais, les regrets. ouais, les regrets, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pas importe l'âge. J'ai beaucoup d'amis là. En fait, c'est des clients aussi qui ont 70, 71, 72, qui achètent des riads tout le temps à la Médina. Ils sont très motivés pour faire des nouveaux projets. En fait, faut avoir aussi cet esprit d'aventure, de risque et tout, parce qu'en fin de compte, on n'a rien à perdre, hein. Donc, du moment où c'est bien étudié, on fait une étude de faisabilité, on y va à pas sûr, on n'a rien à perdre. On est juste de passage. Ouais, Et exact. c'est très court. Exactement. Donc, il faut prendre du recul par rapport à notre situation. Il faut éviter d'avoir cette pression. C'est bien d'avoir une pression et ce trac, parce que on va dire, c'est, euh, c'est ce qui va déclencher toute cette énergie normalement. Mais du moment où cette pression prend le dessus sur la volonté et la motivation, là, on est mal parti. Donc, je dis oser, oser, peu importe votre projet. Yallah. Yallah. Exact. Et peut-être enfin, la dernière question. Tu es sur Entreprendre et vivre au Maroc. Ouais. Tu peux aussi, tu as la casquette d'entrepreneur. Euh, des petits conseils pour ceux qui veulent entreprendre ici et qui viennent de l'étranger, qu'ils soient MRE ou étrangers. Moi, ce que je conseille de faire, c'est que vous pouvez faire 2 voyages, 2, 3 voyages, petits voyages. Ça pourrait durer, pour les gens qui travaillent, par exemple, à l'étranger, ils peuvent venir un jeudi et repartir dimanche. Ça va leur permettre de venir, d'analyser, de voir, soit de trouver une idée, ou bien s'ils ont déjà une idée, de voir la possibilité de faire une étude de marché, de poser des questions aux gens. De s'imaginer tous les scénarios possibles et de tout rédiger, faire un petit tableau. Moi, je fais ça tout le temps. Je fais un petit tableau où je fais les pour et les contre. Et voilà, je note tout et n'importe quoi. Par exemple, je veux acheter une maison. Je veux acheter une maison ou un appartement à l'hivernage, par exemple. Pour voir si, supposant que le budget, il me permet de l'acheter, et supposant que voilà, c'est exactement ce que je veux en termes de surface. Que ces contraintes-là, c'est bon, on n'a plus de contraintes. Donc en fait, il faut se dire, il faut faire des visites, par exemple la matinée, en mi-journée, le soir, en mi-semaine et en week-end. Voir comment ça se passe, poser des questions au concierge, voir est-ce que les équipements ils sont à côté, se mettre aussi dans la peau de la personne qui pourra acheter ce bien après, le jour où je vais le vendre. Donc en fait, c'est juste une analyse, prendre son temps, on est tout seul, on prend des photos et tout, et on laisse mijoter les idées. Et c'est comme ça qu'on fait des bons choix. En aucun cas, on fait des choix prématurés, on se précipite, mais en aucun cas, on reste bloqué sur une idée et on tourne en rond. Mais voilà, c'est ce que je conseille plutôt aux gens de faire, quoi. Merci Yacine. Avec grand plaisir, merci à toi, Merci Stéphane. pour ce moment et à très bientôt. À très très bientôt. À très bientôt. Salut.